donc l'association Solidarité, on organise un apéro thématique tous les mois, souvent en lien avec la thématique agricole, puisqu'en fait on est une association de solidarité internationale et on soutient des programmes sur le long terme, sur la thématique agricole et environnementale, notamment pour permettre à des petits paysans de passer en bio ou en agroécologie. Et on a un gros pays d'expertise qui est l'Inde, où on a 80% de nos projets. J'en parlerai peut-être un petit peu après, justement, pour discuter du sujet du soir, donc agriculture, facteur de lien social. Et donc on a le plaisir d'accueillir Catherine Simon. Bonsoir. Qui est coordinatrice du mouvement voilà, ça c'est le stress. Incroyable Tout va bien. Et Jean-Guy Inkel, qui est le directeur national du réseau Cocagne. Voilà, et donc ils vont nous présenter leur mouvement et nous donner des exemples concrets justement de la création de ce lien social par l'agriculture. Voilà. Merci à tous les deux d'être présents avec nous ce soir. Merci de nous recevoir. C'est moi qui prends la parole du coup, vu que oui, c'est Catherine. Il paraît que. Bon, ben, bonsoir à toutes et à tous. Je pars faire un tour du monde bientôt. Ouais, mais ça c'est plus la conclusion. J'en ai fait un il y a 2 ans qui m'a mis des grosses tartes dans la tronche et je me suis un petit peu remise en question. C'est vrai que j'en ai fait en 2012, ça m'a beaucoup confrontée et je me retrouve là où je me retrouve aujourd'hui par pur intérêt, on va dire. Alors, les incroyables comestibles, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. Ben, un petit peu maintenant. Ouais, vous pourriez un petit peu décrire. Ouais, ça c'est déjà bien. D'accord. Alors oui, effectivement, c'est une initiative qui est née en Angleterre. On est à Todmorden, dans une ancienne ville désindustrialisée du nord-est de l'Angleterre. Donc pas mal de difficultés, notamment le chômage, la délinquance, la précarité. Et 2008 arrive avec la crise qui signe un peu le coup de grâce de Todmorden. Et sur cette expérience un petit peu douloureuse, 2 mamans se remettent en question et se disent mais finalement les solutions, ça va peut-être pas venir d'en haut, il va peut-être falloir qu'on s'y mette si on veut s'en sortir et joindre les 2 bouts. Donc elles se rejoignent dans un café avec une 60aine d'amis et elles finissent par décréter qu'il faut mettre les mains dans la terre et qu'elles vont planter leur propre nourriture et la mettre à disposition dans les espaces publics, aux passants, aux badauds, aux habitants. Avec une affiche qui indique nourriture à partager, servez-vous, c'est gratuit. Donc elles commencent à en parler à leurs voisins, elles commencent à en parler aux jardiniers solidaires, et puis elles se mettent à investir les espaces publics dans le but de partager cette nourriture. Donc chemin faisant, elles le font aussi devant le commissariat, ça c'est rigolo, on peut aller piquer des cerises chez les policiers, et puis aussi dans les parcs. Et elle se pose la question aussi de savoir finalement quelle est elles remettent un petit peu la fonction esthétique des pelouses quand les gens ont faim et quand les collectivités n'ont plus assez d'argent pour entretenir leurs espaces verts. Donc elles commencent aussi à planter, à cultiver de la nourriture dans des bacs fait à partir de bois récupérés, de palettes, etc., aux abords des parcs. Et petit à petit, l'idée se fédère sur la ville en groupes de plus en plus importants. Donc il y en a qui vont se consacrer au jardin, d'autres aux serres de manière plus appuyée, d'autres vont être un peu plus créatifs et vont créer un circuit de poulailler. Et les initiatives prennent racine et finalement finissent par atteindre une majeure partie de la population locale de Todmorden qui prend goût. Et très rapidement, on commence à noter qu'il y a une économie qui s'installe, qu'il y a une fierté de l'identité locale, parce qu'on produit sa propre confiture, parce qu'on consomme ses propres œufs, parce qu'on a fini par finalement s'ouvrir à l'autre avec le prétexte des légumes, de la tomate, parce qu'on a fait énormément d'échanges de compétences avec ceux qu'on croisait mais à qui on ne disait jamais bonjour ou gare plus. Et finalement, c'est comme ça que le lien social s'est fédéré
pour en arriver à la fête des récoltes qu'ils ont célébrée à Todmorden, qui a été un gros événement, un gros succès, où là c'est tous les acteurs de la ville qui se sont retrouvés pour faire une sorte de disco soupe locale avec une promotion des produits locaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que Todmorden a quand même été un modèle de réussite économique en partant de cette idée de nourriture à partager dans les espaces publics, réalisée par les habitants au niveau local, en renforçant le lien social. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des cartes du monde entier qui se déplacent pour aller voir l'initiative à Todmorden, et le prince Charles arrive très rapidement pour effectivement se rendre compte que la qualité des semences, la qualité des initiatives, le résultat d'un travail collaboratif a été très bénéfique à la ville, et il invite maintenant 50 villes à se lancer dans la démarche Into Edible, qui est la démarche de la nourriture à partager dans un mouvement, dans un élan citoyen. Et on est en 2012 au printemps en France, et François Rouillet et Jean-Michel Arbillon, qui habitent en Alsace, qui font de la veille dans le développement durable, notent cette initiative et sont surpris de ne pas en entendre parler dans les médias, nulle part ailleurs. Donc ils commencent à planter leur propre bac devant chez eux, et les voisins font de même, et finalement l'initiative commence à prendre racine aussi en Alsace. En l'espace de 2 ans, l'année dernière, on était à peu près à 300 villes. Aujourd'hui, on est à 400 villes et communes en France, démarrage compris, et 25 pays dans le monde. Voilà. Et l'initiative citoyenne continue de se renforcer. On a des projets de centres de permaculture au Sénégal. On a des projets avec les bailleurs sociaux en France, les écoles, les associations, les universités. Voilà. À partir du moment où on remet les mains dans la terre, on prend goût au vivant, on s'autorise le temps de la redécouverte, de l'échange avec les autres, on finit par se rendre compte que finalement les gens qui nous croisent sur le terrain, qui croisent des incroyables comestibles, d'une part nous confient qu'ils en avaient besoin. Donc c'est très intéressant, c'est le retour le plus commun sur le terrain, et puis avec la curiosité de savoir où est-ce qu'on peut rejoindre l'initiative, quelle forme ça peut prendre, etc. Et ça devient surtout un superbe prétexte à découvrir les gens qui habitent autour de nous, parce qu'on a finalement pas mal d'experts chez nos citoyens qui se sont emmurés dans leur silence, mais qui pendant 30 ans ont observé la nature, ont acquis des connaissances assez phénoménales proches de l'expertise, et quand ils se mettent à parler, c'est très fascinant, et on a plein de perles rares comme ça qui se découvrent, qui se livrent, et c'est ce qui fait aussi une des richesses, j'ai envie de dire, du lien social des incroyables comestibles, c'est que la découverte est vraiment partagée, le plaisir de redevenir enfant par ce retour à la nature, et de s'ouvrir à nouveau à tous et à soi-même, qui fait le succès du mouvement aujourd'hui. Voilà, donc après on note effectivement un alignement total par rapport à la démarche de l'Angleterre, qui est de planter et de partager pour tous de façon gratuite, et puis après on trouve aussi toutes les déclinaisons locales en fonction des compétences, des envies, des acteurs locaux, des ressources locales, etc. Donc ça prend des formes relativement diverses qui vont d'un petit pot sur le bord de la cuisine jusqu'à l'exemple de la ville d'Albi, qui vient d'embrasser le projet de ville comestible à part entière, et qui implique tous ses habitants et ses citoyens, avec les écoles, avec les milieux carcéraux, avec vraiment toute sa population dans la démarche de ville comestible. Voilà, sur le calendrier 2020 de Todmorden, en fait, qui est une échéance qu'on se donne pour atteindre l'autosuffisance. L'autosuffisance alimentaire, voilà. Donc c'est très intéressant à voir, et ça permet aussi d'échanger sur énormément de projets, ou d'informer les gens selon leurs envies et selon leurs sentiments, en fait. Voilà, et alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment un groupe des incroyables comestibles il se crée, et qu'est-ce qui fait que du coup ce groupe, les gens se rassemblent Alors, tel que je le vois, en fait, on a créé une méthode en 5 étapes de communication, qui est déjà de se prendre en photo devant le panneau de sa commune en disant « Salut, nous on est là ».
Ensuite, on la met sur les réseaux sociaux, sachant que chaque groupe local incroyable comestible est répertorié sur un groupe Facebook et échange aussitôt ou signale et transmet toutes ces actions, communique sur toutes ces actions, ces événements, ces conférences, ces rencontres, etc. Ça fédère une communauté assez rapidement et un sentiment d'émulation très important qui suit. Et de là, après, les gens s'approprient le mouvement et le font dans la réalité devant chez eux. Donc moi, je sais que quand j'ai fait un bac devant chez moi, j'ai eu une quarantaine de personnes qui sont arrêtées pour dire oh, c'est génial, c'est super, on n'y avait pas pensé, mettez-moi des épinards, mais je suis vieille, voilà. Il y en a d'autres qui m'ont dit oh, bah, c'est dommage, moi je suis à La Réunion, ah bah on est aussi à La Réunion, ah bah d'accord. Enfin voilà, tout le monde paraissait ravi alors que l'idée est quand même extrêmement simple. Et nous c'est ce qu'on dit toujours, c'est que finalement tout ce qu'on fait, on n'a pas réinventé la roue, tout ce qu'on fait c'est inviter les gens à faire comme faisaient leurs parents et leurs grands-parents et les générations d'avant, c'est-à-dire remettre les mains à la terre tout simplement. Mais rien que ce fait-là, de le faire ensemble, de prendre le temps de le faire ensemble et de commencer à échanger autour de ça, c'est extrêmement fédérateur de liens et ça suffit après une fois que la créativité est de mise, ça suffit à ce que les gens proposent un tas de choses que finalement tous suivent. Parce qu'il y a tellement de déclinaisons dans ce mouvement et en fait le mouvement s'articule autour de 3 volets qui est la sensibilisation citoyenne d'un côté, donc autour de la nourriture à partager, donc l'action est tout le temps la même. Et après, il y a aussi tout ce qui est pédagogie au développement durable, transmission des savoirs qui se perdent, communication sur les légumes anciens, comment réaliser des semis, quelles sont les méthodes de permaculture. Voilà, enfin, il y a énormément de choses, parler de l'agriculture urbaine, de l'innovation comme l'aquaponie. Enfin, il y a énormément de choses, il y a toujours un sujet qui intéresse quelqu'un ou un expert qui se balade pour mieux en parler que nous. Et ensuite, il y a le 3e volet qui est celui de l'économie locale, qui est comment je crée ma structure, est-ce que ça sera associatif, est-ce que ça sera une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est des développements économiques qui, selon les retours de l'Angleterre, Pam était venue, Pam Warhurst et Mary Clear qui sont les fondatrices du mouvement, Pam était venue au Palais de Grâce en octobre dernier pour dire que les gens, les commerçants locaux qui s'associaient à la démarche incroyable comestible à Todmorden voyaient leur vente augmenter de 50%. Ce qui est quand même assez significatif parce que le logo des incroyables comestibles inspirait une sorte d'intégrité, de solidarité locale et donc inspirait confiance pour la population locale vis-à-vis des commerçants. Et comme le but c'est de relancer les circuits courts et de sensibiliser au manger local, bah, ça tombe très très bien. Voilà. Donc finalement, au sein de ces 3, j'ai envie de dire ces 3 pans du mouvement, on arrive à reconstruire des liens sociaux très forts déjà à partir de ça. Quoi. Et est-ce que tu as des exemples, est-ce que vous avez pu observer des exemples où il y a eu des liens entre des personnes vivant en zone rurale et des personnes vivant en zone urbaine? Alors, vivant en zone rurale et des personnes vivant en zone urbaine en France Bah. Ça complique la chose. Donne-moi tout, ça va plus. Mais je pense qu'on a... alors peut-être le milieu rural, c'est encore... Parce que là, on est aussi sur un mouvement qui est quand même dans l'urbain, inscrit dans l'urbain. C'est vrai que le milieu rural, on l'atteint, mais vraiment... par la diversité des acteurs qui s'impliquent et qui nous conseillent, ou des têtes de réseau qui sont aussi dans le milieu rural, voilà. C'est plus des choses comme ça que des projets réellement fédérés pour leur on œuvre surtout essentiellement, j'ai envie de dire, en milieu urbain. Après, dans les milieux ruraux, ben là on a des études en cours pour voir justement comment intégrer des zones de périphérie d'agriculture urbaine qui seraient à la fois à cheval entre les villes et les milieux ruraux totalement isolés, pour à la fois sensibiliser mutuellement, parce qu'en termes de pédagogie, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait aucune différence entre les milieux ruraux et les milieux urbains en termes de connaissances. Voilà, donc après c'est en termes de sensibilisation et de savoir-faire aussi, où je pense qu'il y a une sorte de transition et de passerelle à établir entre les deux mondes. Et là, c'est en cours, donc je pourrais te faire des retours une fois que ça sera plus concrétisé, en fait. Voilà.
Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Après, on fait des expériences intéressantes, peut-être plus sur le lien social intergénérationnel. Par exemple, c'est vrai qu'on s'est amusé à faire en Corse une expérience où on a envoyé des incroyables comestibles de 3-4 ans dans des maisons de retraite. Et là on l'a refait, un peu partout en France, où c'est une expérience quand même super enrichissante parce qu'on a les enfants avec toute leur énergie qui vont aller voir des patients beaucoup plus affaiblis et beaucoup moins dynamiques et comme c'est des incroyables comestibles aussi, ils sont très attentifs à toute cette transmission du savoir qu'on leur fait sur comment planter, comment faire les semis, les petites astuces, etc. Et eux qui apportent toute leur énergie et les responsables, le personnel qui nous appelle pour nous dire mais c'est intéressant comme expérience, il y a eu un bel échange, il y a eu une belle complicité quand ils observent les gens venir scruter les bacs incroyables comestibles, et c'est intéressant aussi de noter que les symptômes de maladie sont en veille. Et là on se dit on a encore franchi une étape dans ce mouvement, donc il y a des projets qui sont en train de naître dans des hôpitaux qui sont quand même des milieux de mort et de maladie et de grande solitude, où on essaye autour de projets collectifs, de jardins, de fédérer encore du lien à l'initiative souvent du personnel, et puis aussi pour mieux accueillir les familles et les soulager un petit peu de cette solitude, et de laisser des poèmes, laisser des messages autour d'un arbre dans le potager, pour que ça incite à l'échange et à l'ouverture plutôt qu'au renfermement et à la souffrance contenue, quoi. Donc voilà, donc c'est différents aspects. Et puis après, c'est des projets d'urbanisme aussi qu'on est en train de mettre en place, où là c'est sur mon territoire, sur Cergy-Pontoise, où on travaille avec l'agglomération, le conseil consultatif du développement durable, on a les différentes communes, on a la ville, on a des étudiants de l'ESSEC, des étudiants de l'ISTOM, qui est une école supérieure en agro. On a l'université, on a tout un terreau en fait, les habitants, les associations locales, les écoles qui nous rejoignent sur un projet de plantation dans un parc qui est incontournable, puisque c'est le parc le plus grand de la ville de Cergy, et qui est traversé par tout le monde, par les habitants, par les enfants, par les écoles, par les étudiants, par les employés de la préfecture. Et c'est intéressant de voir comment un simple projet de plantation peut conquérir tous les acteurs de la ville, et puis tout le monde se retrouve finalement pour monter un projet collectif autour de légumes à partager. Donc c'est vraiment, on peut le voir, vraiment fédérateur de lien social. Ça fait tomber extrêmement de barrières et ça remet au goût du jour une simplicité finalement qui agit de manière transversale dans nos milieux très hiérarchisés, très structurés, peut-être même trop de temps en temps. Et et c'est intéressant d'observer toujours les réactions qui sont les mêmes, quel que soit l'âge de nos interlocuteurs, qu'ils aient 3 ans ou 7 à 77 ans, comme on dirait. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on passe à des questions ou on présente Oui. Ce que je voulais dire, c'est que moi, si j'ai entendu parler, c'est que je suis impliquée dans les jardins partagés. Oui. Et alors, dans les jardins partagés, il y a toutes sortes de personnes très impliquées dans d'autres. Par exemple, il y en a qui nous ont parlé beaucoup de Tantnis. Ouais. Et je ne sais plus quel est le nom de l'initiative. La transition. Oui, voilà, c'est ça, la transition. Ouais. Et je sais qu'à Paris 18e où j'habite, il y a un square, le square Bachoum, où a été réservé le fond du square pour une association qui s'appelle les Vergers urbains. Donc il y a des poiriers, je crois, qui ont été plantés. Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire les gens pourront se servir. Voilà, je pense que c'est tout ça, c'est un ensemble de... Mais en fait, on est très nombreux à avoir ces initiatives sur le territoire. Après, on va pas se battre pour les étiquettes tant que l'action est menée. Non, mais on est très très nombreux. Les vergers urbains sont ceux qui sont plus en visibilité sur Paris. Et ils font justement ce genre d'action commune avec les bailleurs également, et avec des actions de plantation au pied des immeubles, etc. Et avec des projets grandissants. Et toujours dans le but de végétaliser Paris, de végétaliser l'urbanisme galopant en fait, mais ça c'est une problématique qui va tôt ou tard apparaître comme incontournable, inévitable. Donc plus on sera d'acteurs à vouloir végétaliser les villes, mieux ce sera, je pense. Donc on se croise aux conférences aussi. C'est ça, mais nous-mêmes, l'action la plus commune, c'est chez Incroyable Comestible, c'est quand même d'essayer de favoriser la collaboration à 360 degrés en fait,
et aussi de profiter de la notoriété du mouvement pour faire monter des acteurs soit encore pas connus, soit en difficulté, soit alors voilà, un peu dans l'ombre ou même pas, mais avec qui on a sympathisé. Et voilà, c'est vraiment beaucoup de liens sociaux aussi via ce biais de l'agriculture urbaine en fait. Oui. Une petite question sur l'agriculture urbaine. Avec toute la pollution en ville, je veux dire, moi je sais pas si j'aurais tellement envie de manger des trucs qui poussent en ville, c'est peut-être très... Ouais, alors il y a plusieurs réponses à ça. On vous dira qu'il vaut mieux manger en ville que subir les pesticides des champs. Oui. On vous répondra... dans un monde idéal, c'est sûr. Hein. Il y a beaucoup d'agriculture quand même. C'est vrai, mais en attendant, enfin, il y a le facteur réalité qui fait qu'on est obligé de, voilà, AgroParisTech a mené une étude sur justement la retombée des métaux lourds pour s'apercevoir que c'était pas une contrainte vraiment forte en milieu urbain, qui a aussi des techniques d'aquaponie en serre fermée qui permettent de cultiver des légumes en toute saison, de manière raisonnée, avec une véritable réflexion menée sur les circuits de l'eau quand on n'en a pas. Et là, ça limite aussi les facteurs de pollution. Donc c'est vrai qu'à son tour, il y a des recherches qui ont été faites en milieu universitaire à Berlin aussi, qui nous accompagnent dans nos travaux. Donc nous, après, on fait ce qu'on peut, mais la ville sans pollution, pour l'instant, on y est encore confronté, donc on est un petit peu obligé de faire avec, tout en menant une réflexion en parallèle. De ce que j'ai pu lire, c'est quand même vachement moins pire la pollution que les pesticides. Et à titre d'indicateur, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais les abeilles ont vachement souffert cet hiver dans les campagnes. Elles ont été décimées par les pesticides. En revanche, en ville, elles vont toutes bien. Ouais, donc finalement, à choisir entre il y a quand même de l'agriculture sans pesticides aussi, c'est ça. Ah oui, non, je ne dis pas le contraire. Oui, non mais c'est tout ça avec lequel on parlait. C'est pas du pire avec le pire, quoi. C'est pas encore généralisé, donc il faut continuer de sensibiliser. Et voilà, après, je pense que le cas de Giboulot était encourageant quand même. Non, parce que l'idée est très bonne, et en plus elle émane de petites villes. Enfin, j'imagine que c'est des petites villes qui sont pas complètement. C'est pas Paris ou c'est pas des villes extrêmement polluées. Là, d'où c'est parti, disons que c'est des petites villes de taille. Raisonnable, c'est pas des grandes agglomérations comme... C'était quand même des villes industrielles du nord de l'Angleterre particulièrement... Oui, mais qui étaient quand même particulièrement touchées par la nature de leur sol, etc., qui sont parfois même impropres à la culture. Et on a des villes comme par exemple Gennevilliers où c'est la mairie qui fait l'analyse de sol et qui indique aux emplois comestibles selon ce qu'ils doivent faire, si c'est du hors-sol ou voilà, donc il y a quand même des accompagnements sur le terrain qui sont... Et le hors-sol, vous prenez de la terre Alors, moi je vais prendre l'exemple de Cergy, ma ville m'apporte de la terre amendée bio, par mètre cube, donc on dit plutôt par là. Et voilà, et je prends l'exemple est quand même de plus en plus récurrent sur le terrain. C'est des grands cubes d'un mètre cube et... Ils arrivent ils récupèrent la terre, il y a tout ce qu'il faut, les vers de terre, la couleur, la texture. Et ça se commande ça peut se commander, je sais qu'il y en a d'autres qui le font. Enfin, moi je viens du 95, donc je peux vous parler du 95. Et effectivement, les collectivités locales l'offrent à leurs habitants sur demande. Donc ça plaît aux populations d'appareils comestibles, c'est sûr. Et puis on nous livre ça avec des grues, des camions sur place. Et ça fait moins de boulot, donc ouais, c'est agréable. Après, quand je vous parlais d'émulation, faut les citer en exemple, comme ça vous pouvez aussi essayer de voir ce qu'il en est sur votre territoire. Ouais, à Paris quoi en fait. À Paris, j'ai parlé à la maire de Paris, donc elle m'a dit qu'elle était partante. Voilà. Alors, et qu'en est-il du réseau Caucase? On a parlé du lien un petit peu urbain, rural, on a parlé de la création des liens entre les différentes personnes. Le réseau Cocagne. Ce que j'ai noté au démarrage, il y a toujours des difficultés. Alors, en fait, les projets comme ça, ils naissent pas spontanément, ils naissent toujours dans des situations extrêmement complexes. Par exemple, là, on est dans le nord d'Angleterre, ils n'ont plus rien pour bouffer, c'est la totale désolation. Thatcher est passé par là, bon voilà. Donc, premier cas de vache folle en Angleterre.
Donc, en fait, nous, on est parti d'un principe différent parce que moi, je viens du travail social et en fait, mon job, je travaillais auprès de sans domicile fixe dans l'Est de la France. Et en fait, on est parti du pari qu'il fallait non pas avoir une intervention sociale, mais faire travailler les gens, pas les faire travailler n'importe comment en faisant du travail de la terre. Voilà. Donc, pourquoi on avait pris ce choix du travail de la terre parce que depuis des siècles, et de manière même très simple, vous regardez autour de vous, c'est incroyable cette magie que continue d'exercer le fait de prendre une petite graine, de la mettre dans un pot, de faire un petit plant, et ce plant devient un légume, puis après vous invitez les copains, puis vous allez faire un plat avec ce légume. Il y a un truc comme ça où n'importe qui sait pas bien lire et écrire, qui n'a pas fait beaucoup d'études, etc., et ça touche tout le monde. Aujourd'hui, si vous regardez les cadres sup, ce qui défendent, ce qui pète comme fric dans les jardineries tous les week-ends pour faire pousser 3 tomates ou 2 machins, ça montre qu'effectivement, il y a des vraies vertus à tout ça. Donc on est parti de ce principe-là. Et puis donc l'idée, à un moment donné, plutôt que de faire des principes d'autoconsommation, etc., c'était de créer des vraies exploitations maraîchères. Donc on a fait ça au début des années 90 dans l'Est de la France, en créant un concept qui s'appelle Jardin de Cocagne. Donc on a repris 3-4 hectares de terrain. Et puis l'idée sociale aussi, c'était en termes de lien social, même dans les milieux de pauvreté ou de toutes les fragilités. En France, on a une particularité, c'est qu'on va traiter les handicapés d'un côté, on va traiter les vieux de l'autre, on va traiter les jeunes enfants de l'autre, etc. Et l'idée là, c'était de rassembler des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des gamins des quartiers, voilà. Toutes les fragilités, toutes les difficultés du monde étaient rassemblées, et c'était ça qu'allait faire notre équipe de maraîchers. Alors avec ça, on était bien barrés parce que les mecs ou les nanas, ils connaissaient pas grand-chose dans la production de légumes. Et donc, on a embauché des encadrants maraîchers, c'est-à-dire des spécialistes qui avaient une double fonction, produire et puis d'encadrer avec tous ces gens-là. On a fait le choix tout de suite de l'agriculture biologique. Alors évidemment, aujourd'hui, tout le monde dit c'est ouais, normal. Ouais. Sauf que dans les années 80-90, vous étiez encore un espèce de post-baba cool rêveur quand vous parliez d'agriculture biologique. Et puis donc on s'est dit mais quant à produire, comment on va s'y prendre pour commercialiser? Et là on avait entendu parler d'un truc, alors aujourd'hui tout le monde fait des paniers de légumes tous les semaines, puisque tout le monde le fait, mais il y a entre 90 et 2005, pendant 15 ans, il n'y a que nous qui le faisions. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est là pareil, on parle des idées on parlait de ton tour du monde tout à l'heure et du Japon. En fait, c'est des Japonais qui ont inventé ça dans les années 60. Ils ont inventé des espèces de coopératives agricoles en circuit court, plutôt que de rentrer dans la mondialisation et l'agriculture intensive, pesticides, machin, il faut produire toujours plus avec des tracteurs, ou comme la pièce, on investit. C'est de se dire, produisons plus sagement, autour de techniques plus propres et moins polluantes, et puis à un moment donné, on va trouver nos propres consommateurs sur place. Voilà, donc c'était ces premiers principes. Donc on a piqué ce système de distribution-là. Il faut quand même dire aussi que le fait de choisir, de mixer tous les publics sociaux, je me suis foutu à dos tous les travailleurs sociaux de la Terre. Je viens du travail social. Ils m'ont expliqué que j'étais un connard, d'un point de vue pédagogique ça ne marcherait pas, c'était n'importe quoi, etc. Les agriculteurs du village, qui n'étaient pas forcément des bio, quand ils ont vu des travailleurs sociaux qui ont dit qu'on allait faire de l'agriculture biologique, ils se sont bien marrés. Les pouvoirs publics à qui j'allais demander un peu de l'argent m'ont avoué un peu plus tard qu'ils pensaient que j'avais un problème de santé mentale pour proposer des projets pareils. Et puis en même temps, les adhérents consommateurs, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui allaient acheter des paniers de légumes, j'avais une école de commerce qui m'avait dit on va t'aider un peu sur la commercialisation. Je lui ai dit volontiers parce que je ne connais pas grand-chose. Moi je viens de la sociologie, donc le marketing, la com, c'est pas mon peu. Et donc je leur explique que je voudrais trouver des gens qui adhèrent à un panier à l'année, c'est-à-dire qui s'engagent sur une année pour acheter un panier de légumes chaque semaine. Panier de légumes dont ils ne choisisseraient pas le contenu.
puisqu'il s'agit de légumes de saison, et on s'arrangerait pour qu'il y ait 4 ou 5 légumes de saison en permanence, 50 semaines par an, dans les paniers. Et ça serait bien qu'ils le payent d'avance, parce qu'on n'avait pas d'argent. Ça serait bien qu'ils ne choisissent pas leurs légumes. Puis en plus, il faudrait qu'ils viennent le chercher le jeudi de 18 à 20 heures à tel endroit. Voilà. Ils m'ont expliqué, ben, tu n'as rien compris à la consommation, c'est impossible que des gens acceptent des plans à la con comme ça, parce que c'est pas possible. C'est le contraire de ce que font tous les gens. Les gens veulent consommer quand ils ont envie, ils zappent dans des tas de systèmes de consommation de toutes sortes. Donc en l'occurrence, vous voyez, le puzzle qui se constituait, une équipe sociale auquel personne ne croyait, avec une agriculture bio auquel personne ne croyait, et puis en même temps un système commercial auquel personne ne croyait. Voilà, donc il faut un brin de ténacité pour dire ben, on va quand même essayer. Et là, Banco, il y a le fait qu'on nous appelle dans les milieux aujourd'hui, avant on nous traitait de ringards, maintenant on nous appelle des entrepreneurs sociaux, donc c'est bien, on est monté en grade. Voilà. Donc, les entrepreneurs sociaux, quand on me dit c'est quoi leur particularité, ben, c'est un peu de ténacité, puis certainement vous savez, on appelle ça dans nos sociétés les signaux faibles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très importantes, qui vont être très importantes dans les 5 à 10 ans qui viennent, qu'on ne sent pas encore, mais certaines, on arrive à les sentir un petit peu à l'avant. Et moi, je sentais que les systèmes de commercialisation, comme on était ce plan à la con qu'on disait, vous choisissez votre panier de pain, votre panier de légumes, etc., j'étais persuadé qu'au début des années 90, il y a des gens qui commençaient à être intéressés avec des systèmes de cette nature-là. Pourquoi ? Parce que il y avait des articles en permanence sur la vache folle, le poulet, la dioxine, la pollution, le machin, etc., etc. Et beaucoup de gens commençaient, il y avait des crises de toutes sortes, on n'avait pas encore trouvé du cheval dans les lasagnes, mais il y avait bien pire, on avait trouvé de l'huile de vidange pour... Ah oui, vous vous souvenez, les premiers cas de vache folle, enfin je vous dis ça comme ça, c'est-à-dire plutôt qu'une vache, vous savez, c'est un truc... Voilà. Non, on est à Paris, donc je ne sais pas si vous savez tout ça. Donc à un moment donné, ils mangent de l'herbe, ça mange de l'herbe du foin. Voilà. Et puis parfois un petit peu de machin. Là, on avait des cocktails, ils avaient concocté, machin. Imaginez, vous prenez le mec qui prépare ça, de l'huile de vidange, de la sciure et des cadavres de carcasses d'animaux écrasés, machin, etc. Et c'est avec ça qu'on nourrissait les animaux. Il y avait encore bien d'autres choses, je ne m'en souviens même plus, mais c'était à peu près aussi un inventaire à la Prévert incroyable. Donc, vous imaginez, si je me mets à vous nourrir avec ça, vous aussi vous allez devenir fou. Enfin, je veux dire, ou malade, ou vous allez, etc. Donc, quand on avait tout ça qui planait dans nos sociétés, moi j'étais persuadé qu'il y avait des gens un peu plus avertis que d'autres qui étaient à peu près prêts à se dire... si on réfléchissait un peu à comment on va consommer autrement, etc. Donc on lance notre petite campagne de communication sur notre petite ville à Besançon, là-bas, 150 000 habitants, et on trouve très rapidement, comme on l'avait entendu, une centaine de personnes qui nous ont dit ouais, Banco, nous ça marche, ça nous plaît beaucoup, etc. Donc voilà, on avait réussi notre retour à la Terre, on était très heureux. Sauf qu'à un moment donné, comme il y a eu une couverture médiatique assez importante de tout ce truc-là, on s'est retrouvé avec des tas de gens de toute la France qui nous ont demandé de faire la même chose. Ah, c'est super votre idée de jardin de cocagne, nous aussi on voudrait faire travailler des gens, etc. Donc ça émanait de partout, ça émanait de gens je sais pas, je me souviens à Prades, la même semaine, c'était assez étonnant, c'était des mecs, des post-baba qui avaient fait un retour à la Terre. Ils étaient partis de Paris, ils étaient allés s'installer dans les Pyrénées-Orientales. Ils faisaient pas grand-chose. Ils avaient un peu trop picolé, fumaient beaucoup de pétards. Leur nana s'était barrée. Et c'était la fête du village. Et ils voient le reportage sur TF1 sur le jardin de cocagne. Et les mecs ils disent, bon, on se reprend, on va monter un jardin de cocagne. Donc j'avais des mecs comme ça qui m'appelaient. Au même titre que la même semaine, le préfet de la Moselle, le préfet de Lorraine, Monsieur Henkel, dites-moi, c'est génial vos histoires, je voudrais bien que vous me fassiez 5 ou 6 jardins de cocagne en Lorraine, parce que j'ai des cantons en difficulté, comme si j'allais les livrer par camion l'année d'après, voilà. Bon. Donc j'ai eu affaire à tout ce bazar-là, et après on est rentré dans une décennie, une deuxième phase très compliquée, c'est-à-dire que quand on a inventé un truc,
Enfin, quand on a bricolé un truc, on a bricolé un truc qui marche à peu près, etc., puis qu'on veut le dupliquer, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, il faut fixer quelques règles. Parce que si les incroyables comestibles ou cocagne ou je sais pas qui fixe pas ensemble, on se fixe pas collectivement quelques règles, par exemple, ne nous dit pas, mais par exemple, les gens peuvent se servir. Si c'est toujours les mêmes qui viennent prendre tous les légumes pour aller les revendre, quelque part, ils trahissent un peu le concept. Donc il faut bien qu'il y ait quelques règles qui disent ah ben non, c'est pas comme ça, tu prends enfin je sais pas, les règles machin. Les règles machin, c'est voilà. À partir du moment où on dit mouvement citoyen ascendant, autonome, responsable, éthique et solidaire, tout est dit. Enfin, voilà, oui, tout est dit, mais en fait, c'est quand même bien de surveiller un peu quand même. Oui, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on est sur le changement des mentalités. Et là, voilà. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et oui, il faut y aller, il faut répéter, il faut communiquer dessus. Et il faut aussi laisser les gens s'autoréguler d'eux-mêmes en posant leurs limites. Voilà, ça invite à tout ce travail. Du mieux vivre ensemble. Donc aussi, nous on a créé avec ces premiers jardins, en fait l'idée c'était ça, c'est que quand je suis allé aider le deuxième, les deux premiers, ensuite on a aidé le troisième, puis les trois, on a aidé le quatrième, puis comme ça on se fabrique une intelligence collective, toutes les conneries qu'ont fait les deux autres on n'est pas obligé de les reproduire, on produit des documents, et en fait toute l'idée du réseau Cocagne qui est né 10 ans après, c'est de capitaliser tout ça, parce qu'aujourd'hui donc il y a 140 trucs dans toute la France. On a des trucs qui commencent en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, au Japon, enfin voilà, il y a des initiatives comme ça. Mais les règles qu'on a fixées, c'est que justement on n'a pas voulu fixer des règles comme un système, parce qu'en fait on est une exploitation, une entreprise, où on aurait pu tout à fait faire comme toutes les entreprises du monde, faire un système centralisé et franchisé. Vous les connaissez tous, les McDo, machin, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez ouvrir un McDo quelque part, c'est pas vous qui allez décider comment il va être. On va vous fixer des règles très strictes. Il faut qu'il soit rouge, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il y ait un clown, il faut qu'il y ait je sais pas quoi, des Big Mac, des trucs, vous achetez des trucs, il faut que, voilà. Nous, on n'avait pas envie de rentrer dans un système comme ça, on dirige tout, on franchise tout, etc. Mais on a voulu se fixer quelques règles. Et les premières règles qu'on s'est fixées tous ensemble, oula, la solidarité qui se cache la figure, dépose le bilan. Donc, les règles qu'on s'est fixées, elles tiennent autour de 4 grands principes. Et en fait, on a vu tout de suite dans les premières initiatives que c'était vachement important de se fixer quelques règles. La première règle, c'était de se dire, on veut avoir une coloration sociale d'insertion, être auprès des publics les plus en difficulté. Donc un jardin Cocagne, ça doit servir déjà à embaucher des publics en difficulté. 1. Et ça, on ne déroge pas là-dessus. La deuxième chose sur laquelle on ne déroge pas, c'est agriculture bio. Alors, je veux bien entendre parler tout ce que vous voulez, la raisonnée, là, je sais pas quoi, toutes les agricultures, les machins. Nous, c'est bio, certifié bio, point. Voilà. Troisième chose, il nous a semblé, et ça c'est un peu en thème avec ce dont on est en train de parler, de liens. Les boîtes d'insertion, elles n'ont jamais beaucoup de liens avec qui que ce soit. En fait, on demande quoi une boîte d'insertion ? Il y a des publics très emmerdants dans ce pays. Moins on les voit, mieux on se porte. Alors si tu peux les prendre en charge avec pas beaucoup de fric et qu'on n'en entende pas parler, c'est génial. Nous, on a essayé de les mettre justement au cœur d'un territoire, en lien avec tous ces fameux adhérents consommateurs. Ça veut dire que quand un jardin de Cocagne s'implante, la première chose qu'il fait, c'est qu'il y a des centaines d'adhérents consommateurs, de gens qui viennent acheter des paniers de légumes. Voilà, elle m'a appris qu'elle était adhérente d'un jardin de Cocagne avec son papa et sa maman il y a quelques années. Voilà. Oui, il y en a partout. Voilà. Donc aujourd'hui, il y en a, oui, je sais plus, 35 000 familles qui achètent leur panier de légumes. Voilà. Mais ça, c'est un principe fort aussi parce que c'est un lien avec la société civile. Puis le quatrième grand principe aussi, c'est que, au contraire des incroyables comestibles, on peut être taxé de concurrence déloyale par le secteur professionnel. C'est ce qui, voilà, parce que on fait de l'insertion, parce qu'on aurait une subvention qu'ils n'ont pas, parce que je sais pas quoi, voilà, bref. Et donc, on s'est donné un grand principe, c'est que chaque fois qu'on fait un jardin de Cocagne, on le fait avec et non pas contre le secteur professionnel. C'est-à-dire, on fait une vraie analyse de territoire, où sont vendus les légumes bio, qui les vend, comment ça se passe, etc., etc.
Donc on s'est développé autour de ces 4 grands principes. Et puis donc 10 ans après, j'ai fait une vie nomade infernale, nuit et jour sur les routes pour aller aider des équipes partout à monter ces trucs-là. Puis 10 ans après, on s'est dit, c'est bien beau de monter des entreprises comme ça, mais il faut une structure d'appui nationale qui s'est créée, d'où le réseau Cocal. Voilà, cette structure qui est aujourd'hui installée à Paris. Alors elle fait quoi? Il y a un secteur qu'on appelle SMH et développement, c'est-à-dire qui continue à... On a... l'année passée, 158 demandes pour monter des jardins Cocal. Voilà. Donc il faut travailler avec ces 158 potentiels porteurs de projets. Et voilà. Et comme on est assez draconien sur beaucoup de choses, sur la qualité du porteur de projet, sur la qualité du terrain, sur la qualité d'accueil territorial, on ne monte pas un jardin Cocal comme ça si le territoire n'en veut pas. Donc il faut un porteur de projet, voilà. Et donc à un moment donné, on va en retenir à peu près qu'une 20, 25 sur tous ceux-là, puis travailler très spécifiquement avec eux. Il faut quand même avoir en tête que ça paraît comme ça modeste et pas grand-chose, mais entre bonjour, je veux monter un jardin à l'ouverture, il faut compter, quand tout va bien, au moins 24 mois de travail acharné sur un territoire pour le faire pointer le bout de son nez. Donc, ça c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, c'est ce qu'on appelle l'animation. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas cherché à faire un réseau où tout arrive de Paris, les ordres tous les jours. C'est que tous les gens doivent se connaître et travailler localement. Et c'est bien quand on a un mouvement comme ça, parce que même quand il y en a un qui déconne, ou qu'il y a un qui pourrait faire une connerie, c'est rarement le réseau qui a à intervenir, c'est ses propres copains du secteur, en Rhône-Alpes. Il y a un jardin un jour qui, je ne sais pas pourquoi, se met à massacrer le prix du légume bio sur un marché. Et sur ce marché, il y a le représentant de l'agriculture bio. Alors, évidemment, je me fais rentrer dans le lard illico. Et donc, à un moment donné, c'est les autres jardins qui ont dit t'arrêtes tes conneries, tu sais très bien qu'on ne vend pas comme ça, il faut pratiquer des prix corrects, etc., etc. Donc, en fait, il y a plein d'arbitrages qui se font, justement, comme ça. Et puis, je crois que la force la plus forte de ce réseau, c'est à un moment donné, c'est comme tous les grands collectifs, c'est comment on va pouvoir, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est en lien, parce qu'on travaille tout le temps ensemble, comment on va se rendre intelligent collectivement. C'est ça, ouais. Comment on va créer une intelligence collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en se formant, en se rencontrant, en faisant des réunions, quand on en a un qui est génial en permaculture, il devient chez nous personne ressource. Ça veut dire qu'il va aller aider les autres à développer ça. Un autre, il va être génial dans l'outillage. On a des mecs qui sont incroyables. Ils prennent 3 bouts de tôle, 2 machins, etc. Ils sont capables de vous faire une machine hyper opérationnelle pour faire du maraîchage et travailler derrière le tracteur. Ou derrière un cheval, si vous avez un cheval. Donc, tout ça, on va essayer de le capitaliser. Et puis en même temps, on essaie aussi d'être tout le temps avec un gros système de formation où pratiquement tous les gens qui travaillent dans les jardins sont en formation quasi permanente tout le temps, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Donc voilà, on en est là un peu aujourd'hui, puis je finirai peut-être sur une vision plus d'avenir, parce qu'en fait on s'est dit, nous en 2010, voilà, on a monté 150, 140 trucs, ça fait 20 ans qu'on bosse, et on fait quoi dans les 20 ans qui viennent? D'ailleurs, on a essayé de faire ce que font très peu, le monde de l'entreprise est rompu à ça, ce qu'on appelle la recherche et développement ou la prospective, c'est-à-dire que c'est très classique je sais pas, aujourd'hui on est en train de s'installer sur le plateau de Saclay, qui est la recherche et développement, il y a tout le CAC 40 qui est là-bas, Danone, machin, ils sont tous là, EDF, machin. Ils financent des centaines de chercheurs pour essayer d'imaginer ce que sera notre avenir en électricité, notre avenir dans les yaourts, notre avenir dans des machins. Nous, on essaie de faire la même chose, en savoir qu'est-ce que ça veut dire le lien social dans 15 ou 20 ans, qu'est-ce que ça veut dire l'agriculture bio dans 15 ou 20 ans. Est-ce qu'il y a besoin de ce genre de structure dans les 15 ou 20 ans? Alors, l'analyse que l'on a fait, c'est pas nous qui l'avons fait tout seul, elle est extrêmement partagée, je dirais presque partagée par tout le monde. S'il y a un truc sur lequel à peu près tout le monde est d'accord, c'est le fait de dire qu'on est dans un beau merdier aujourd'hui. Dans le sens où l'humanité n'a jamais rencontré autant de crises en même temps. Jamais. Et là, que vous êtes plutôt Alter, machin, vous allez à Porto Alegre, ou vous êtes plutôt au CAC 40 et vous allez à Davos, sur les constats, tout le monde est d'accord.
on se retrouve avec un seul système économique, capitaliste, qui dans sa financiarisation à outrance, crée toujours beaucoup de richesses. Il y a encore plein de gens qui vivent avec ça, heureusement. Mais il a un énorme défaut, c'est aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays d'ici, du Nord. Il ne sait pas se développer sans créer énormément d'inégalités et de pauvreté. C'est-à-dire que c'est comme une immense centrifugeuse qui tournerait de plus en plus vite et rejetterait au bord des millions de personnes qui ne peuvent plus s'intégrer là-dedans. Donc, ça c'est la première chose. Et ce système, il y a toujours eu des riches et des pauvres, il y a toujours eu des inégalités. Mais avant, au Moyen-Âge, où il y a encore un siècle, où il y a encore 30 ou 40 ans, vous imaginez que le plus grand capitaliste du 19e siècle, Ford en 1936, quand il était le plus grand, c'était la plus grosse boîte du monde industriel, Ford, les automobiles Ford, il expliquait qu'il trouvait normal qu'entre lui et ses ouvriers, il y a un rapport salarial de 1 à 10. Aujourd'hui, il est de 1 à 5000 et totalement injustifié. Pourquoi le patron de Total gagnerait 1000 fois ce que gagne quelqu'un qui travaille chez lui? C'est devenu totalement fou, ce système-là. Alors, première chose. Deuxième chose, les crises écologiques. En même temps qu'on a cette crise économique qui génère tout ça, il y a des crises écologiques. Donc, vous en avez parlé, de la pollution, du machin, le truc, enfin, ça déglingue de partout. Bon. Donc, à un moment donné, jamais l'humanité n'a rencontré tout ça, ces conjugaisons-là. Je vous rajoute là-dessus 9 milliards de personnes en 2050, une bonne crise démographique bien costaud, parce que comment on va vivre tous ensemble là-dessus. Et puis, en même temps, au passage, toute l'énergie qui faisait vivre cette terre, c'est-à-dire les crises énergétiques liées au pétrole en particulier, on sait que c'est plié dans les 25 à 30 ans qui viennent. Donc, l'humanité n'a jamais rencontré ça. Donc, il faut bien se poser la question, c'est que mon petit jardin de cocagne ou mes incroyables comestibles machin, qu'est-ce que je vais en faire dans les 15 ou 20 ans? Qu'est-ce qu'on va en faire? Il y en a toujours besoin. Donc, il semble que dans un bazar comme ça, des gens qui veulent faire du lien social, qui veulent s'occuper de gens en difficulté, qui veulent que les consommateurs mangent mieux, qu'ils aient accès à de l'agriculture biologique, c'est plutôt génial. Donc il y aurait besoin de ça. Mais voilà, à Cocagne, nous on s'est aperçu de ça, mais en même temps, c'est pas parce que on disait qu'il y a besoin de ça au niveau des grandes idées qu'on allait pouvoir fonctionner. Parce que le monde, il a changé autour de nous. En particulier, on était les seuls à faire des paniers de légumes. Aujourd'hui, tout le monde fait des paniers de légumes. Donc il y a une concurrence infernale. On arrive sur n'importe quel territoire paumé, machin, etc. Il y a une ruche qui dit oui, il y a 4AMAP, il y a Monoprix qui fait des paniers, il y a Naturalia qui en fait, il y a Biocop qui en fait, il y a machin. Tout le monde fait des paniers. Donc à un moment donné, plus tous les mecs, vous avez des 4x3, je suis venu en métro tout à l'heure, il y a des 4x3, je sais plus comment ça s'appelle, merde, j'ai oublié le nom que j'ai vu tout à l'heure. C'est une nouvelle boîte, c'est des mecs qui se mettent à Rungis. Ils ont une plateforme, ils font venir la bio internationale, puis ils vous proposent des paniers à Paris. Donc vous y voyez du feu, vous dites des paniers bio à Paris, génial, machin. C'est de la bio qui vient de l'autre bout de la planète, quoi. Ça n'a pas beaucoup de sens, que ça n'a rien de local, machin, etc. Mais voilà, il y a une offre incroyable. Donc première chose, il faut que Cocagne puisse sortir. Pendant 15 ans, on n'avait pas de problème. Elle ne savait pas où elle achetait un panier bio quand elle était à Gaillac. Il y avait que nous qui le faisions. Maintenant, elle aurait 20 autres propositions. Donc c'est pas sûr qu'elle finira à Cocagne. Donc encore, elle pourrait venir à Cocagne si je suis capable de lui expliquer qu'elle peut acheter des paniers bio, il y en a. Qu'elle peut acheter des paniers locaux, il y en a. Mais des bio, locaux et solidaires, il n'y en a qu'un. Enfin, il y en a tous. Voilà. Donc, il faut faire... La deuxième chose aussi, c'est que pour s'occuper et accueillir et embaucher des publics en difficulté, on a besoin d'être public. L'État est exsangue. Les départements ont plus de fric, les régions, ça va de moins en moins bien. Donc l'intervention publique pour aider l'accompagnement social est de plus en plus compliquée à obtenir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'en clair, il faut qu'on monte des exploitations aujourd'hui qui soient beaucoup plus grandes, beaucoup plus productives, et en même temps on ne veut pas rentrer dans un espèce de truc de fou qui nous ferait oublier toutes les bases essentielles de lien social, voilà. Mais quand même, il faut essayer de tenir compte un petit peu de tout ça. Donc on a essayé de réfléchir un petit peu tout ça. Et donc aujourd'hui, nous par exemple, dans le montage d'un jardin de cocagne, ou de quelque opération qu'on fasse, je parlais tout à l'heure d'un programme qui s'appelle 30 000 paniers solidaires.
au lieu de vendre 12 ou 15 euros un panier de légumes comme on le vend habituellement à un adhérent consommateur, on va le vendre 1 ou 2 euros à quelqu'un, une famille en grande difficulté. On va lui donner, et puis en plus on va lui donner des cours de cuisine, etc. Mais la différence entre 2 et 12, le jardin ne peut pas la prendre parce qu'il n'a pas les moyens. Donc c'est les pouvoirs publics et des boîtes privées qui vont, il y a des fondations qui vont éventuellement donner du fric. Donc ça crée énormément de liens, de choses comme ça. On n'oublie pas non plus les publics en difficulté. Mais pour financer une opération comme ça, on est devenu ce que j'appelle, et dans ce monde, je vous disais, on vit une période inédite où il faut tenter, je pense, dans cette période très compliquée, il faut tenter des choses qu'on n'a jamais faites. Et ce que j'appelle des alliances inédites. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on est du monde associatif ou de l'économie sociale et solidaire, on va se méfier des pouvoirs publics. On n'accorde pas beaucoup de crédit aux grandes entreprises. On se méfie de certains mouvements citoyens. Enfin, tout le monde se méfie de tout le monde. Et nous, on essaie de jouer autour de Cocagne ce que j'appelle acteurs de la réconciliation. Moi, je ne suis pas là pour mettre tout le monde d'accord. Je dis simplement, est-ce que vous êtes d'accord à Gaillac? Toi qui es comme ça, toi qui es comme ça, toi qui es comme ça. Est-ce que, voilà, plus une entreprise qui peut financer, plus les pouvoirs publics, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse cette opération pour faire travailler les publics en difficulté, et puis machin, etc. Donc on va opérer une certaine réconciliation qui, quelque part, touche à cette démocratie qu'on recherche tous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à travers des opérations comme ça, on parle de lien social. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, moi, lien social. Enfin bon, j'exagère un tout petit peu, mais à un moment donné, je pense que ça touche au cœur du système démocratique de nos pays, ce qu'on est en train de faire. En fait, je ne revendique pas d'être un politicien, mais je revendique à un moment donné de faire quelque chose de noble en termes de politique. Quand on rassemble des gens très différents autour d'une belle opération sur un territoire, je pense qu'on touche quelque part, non plus forcément qu'au lien social, mais à une certaine reconstruction de la démocratie. Je rebondis parce que ça me fait penser à un projet qu'on a avec un bailleur social. C'est 2 résidences qui s'appellent en plus les Pommiers et les Cerisiers, qui ont 600 mètres carrés de jardin collectif, et c'est devenu un gros dépotoir. Donc ça a été nettoyé à 2 reprises avec le vidage d'encombrants. Et la ville s'est dit, mais pourquoi pas, enfin la maison de quartier s'est dit, mais pourquoi pas implanter les aquas comestibles là-bas. Donc il y a eu toute une démarche de présentation, il y a eu le design du site qui a été fait à l'université populaire de permaculture, on est revenu, on a mis l'école dedans, les gamins ils ont compris la permaculture en 1 minute, c'était super, on a fait des plantations avec eux, et on a fait la fête, on a fait pas mal de partage, on a fait en sorte qu'ils se rendent compte au bout de 20 ans sur ce site qu'ils pouvaient en fait récolter leurs propres fruits d'un pommier qu'ils avaient là depuis toujours, et qu'il a fallu qu'on se mette à planter des choux et des salades pour se rendre compte qu'ils avaient déjà des fruits sur leur site et qu'ils ne portaient pas leur nom pour rien, hein, les pommiers et les cerisiers. Et de fil en aiguille, on a réussi à avoir l'école, les habitants, les mamans, les associations. Et aujourd'hui, il y a une très grande entreprise internationale, un grand groupe médiatique qui nous envoie des bénévoles avec un budget pour faire une action de plantation. Et là, on a des super riches avec des super pauvres et tout le monde se rencontre autour des légumes, quoi. Et c'est aussi une vision du lien social qui est en train de se faire. Et là, effectivement, la notion de démocratie, elle est quand même plus palpable qu'ailleurs, j'ai envie de dire. Ah oui, parce que dans ces grands groupes d'entreprises, aujourd'hui, pourquoi à un moment donné ils s'intéressent à des opérations comme ça? Parce que, si vous voulez, ça touche à 2 choses. Ils ont créé des fondations, ils ont mis du fric. Donc dans un premier temps, on a dit, ouais, c'est du greenwashing, du social washing, où ils sont en train de... Puis ça les arrange bien parce qu'ils défiscalisent. Mais je pense que aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup plus loin dans certaines grandes entreprises. Ça touche simplement à un problème. Quand vous travaillez avec des, je sais pas quoi, des Vinci, des Carrefour, des très, très grosses boîtes comme ça, il y a 350 000 personnes qui travaillent dans ces entreprises-là. C'est pas 350 000 agents diables
qui manquent sur Terre pour amener. C'est des gens comme vous et moi qui ont envie de s'impliquer, etc. Et les boîtes, ils ont commencé à comprendre qu'effectivement, plus vous engagez vos collaborateurs autour de belles idées comme ça, etc., plus à un moment donné, c'est plus facile à manager. Ils ne pourront plus les manager, leur boîte. Parce qu'on ne peut pas uniquement gérer une boîte de 300 000 personnes avec comme seule vocation le matin, tu vas bosser comme un fou jusqu'à ce soir parce que les fonds de pension américains doivent gagner plus. Pardonnez-moi, vous allez peut-être le faire quelques jours, parce que voilà, mais à un moment donné, comme seule motivation sur Terre, c'est un peu juste, quoi. Le burn-out, oui. Hein? Le burn-out. Ben voilà, oui. Donc après, il y a des abus, il y a des trucs, je suis pas stupide, je vois tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit, tout ce qui, etc. Mais là, je sens un vrai basculement autour de grandes entreprises aujourd'hui qui sont en train de faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire, il y a 20 ans, on leur a dit, tu vas me financer 500 pommiers que je vais mettre autour d'un quartier, et puis tu vas venir avec tes cadres les planter. Mais les types, mais ils vous sortaient, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils ne savaient même pas de quoi vous vouliez parler. Aujourd'hui, toute la journée, nous, on est obligés de refuser des demandes de ce type-là, parce qu'on n'arrive plus à suivre le nombre de gens qui veulent se mobiliser. Et quand je dis acteurs de la réconciliation, moi, je crois plus qu'à un système de révolution, je crois plus à un système d'imprégnation. C'est-à-dire, j'ai été imprégné par ce qu'elle a fait, et puis on va en imprégner d'autres, et puis à un moment donné, il y a des basculements qui se font, et qui font qu'à un moment donné, les incroyables comestibles, c'était vu comme 2-3 givrés à l'origine, et puis aujourd'hui, c'est devenu comme un mouvement mondial qui est évident des pour tout le centaines monde. de milliers de givrés. Voilà. Non, mais c'est devenu évident. Avec le sourire. C'est devenu évident, voilà, au même titre que... Voilà. Et je pense que ces systèmes d'imprégnation, c'est ça qui explique un petit peu des grands basculements dans l'histoire. Hein. La veille du mur de Berlin, personne ne savait qu'il allait s'écrouler. Mais pourquoi il s'est écroulé? Enfin, il s'est écroulé pourquoi? D'un seul coup, il n'existait plus, quoi, entre l'Est et l'Ouest. Parce qu'il y a eu ce système d'imprégnation qui faisait que l'Est était en train d'évoluer, l'Ouest était en train d'évoluer, puis à un moment donné, cette espèce de con de mur, il n'avait plus aucune... voilà, il ne servait plus à rien, c'était évident. Donc, et la veille, ou l'avant-veille, il y avait encore des gens, des grands intellectuels qui vous expliquaient qu'on allait encore l'avoir pendant 30 ou 40 ans. Donc, vous voyez, ça peut basculer très 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 vite. Et là, moi je pense que tout ce qu'on fait participe à cette imprégnation et à faire basculer un petit peu beaucoup de choses. Parce que si on est plus heureux, si on a plus de liens, s'il y a plus de sourires, si on peut vivre plus simplement, etc., ça fonctionne beaucoup mieux. Ouais. Et parce que l'agriculture facteur de lien social, l'agriculture facteur de changement de société. Oui, enfin, tu as pris quand même 2 exemples d'agriculture un peu particulières. Hein. J'ai un peu fait exprès. On n'est pas, je pense, les meilleurs représentants de l'agriculture au sens large. Il faudrait qu'il y ait le président de la FNSEA aussi qui soit là, mais voilà. Et alors, du coup, est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Moi j'ai des questions. Vous avez des questions? Non, ça va, merci. Très bien. Oui. Les entreprises, en fait, elles font ça bénévolement, Oui, bien sûr. bénévolement. C'est pas qu'elles participent bénévolement. Elles participent, elles donnent de l'argent, mais elles Elles attendent donnent rien de en l'argent. retour, je veux dire. Ah non, si, elles attendent, elles ont besoin de retour. Mais le retour, elles sont habituées qu'à un seul truc, c'est du retour financier jusqu'à maintenant. Ouais. Le système capitaliste d'une entreprise. Une entreprise, il ne faut pas lui reprocher de vouloir gagner de l'argent, c'est fait pour ça. Enfin, voilà. Elle attend du retour social, du retour sociétal, du retour écologique, du retour... Voilà. Elle veut pouvoir raconter des tas d'histoires et les collaborateurs... Moi, par exemple, j'ai planté des arbres il n'y a pas longtemps avec des cadres de chez EDF. Voilà. Donc, les mecs, il y en a 2 du nucléaire, 2 du machin, 2 trucs, machin, ils sont venus planter des trucs, etc. Ils nous ont envoyé des photos, on a en lien, etc. Ils s'en sont pas remis, quoi. Ils ont planté 3 arbres sur le plateau de Saclay. Avec des gens en insertion, avec des trucs, ils ont passé une journée, on leur a fait bouffer nos légumes, Samir, c'est un mec qui est là-bas, qui est génial, il s'est fait vachement biffer, il a fait de la soupe, des carottes, qui traînaient, machin. Truc vraiment, voilà, en botte dans la merde à bouffer des salades de carottes, ils sont heureux comme des gosses. Ils sont heureux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je les aurais emmenés dans un 5 étoiles à l'autre bout du monde, etc. Ils n'en auraient pas tout à fait le même souvenir. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens ont terriblement besoin de ce genre de truc. Et quand ça peut être lié
est financé ou aidé par leur propre entreprise, il y a forcément un sentiment de fierté à un moment donné, d'appartenance qui se renforce. Donc ça renforce la cohésion aussi des équipes, des entreprises. Et voilà, pour le moment, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi, il y a des statistiques qui ont été faites, la moitié des entreprises aujourd'hui s'intéressent à ces questions-là. Il y a 5-6 ans, c'était 8-10%, donc ça progresse énormément. Voilà, il y a la moitié. Puis du côté associatif, du côté de notre monde à nous, c'est pas tout blanc non plus. Il y en a la moitié qui ne veulent pas entendre parler d'entreprise ou de pouvoir public, parce que forcément, c'est des gens dont il faut se méfier, parce que les politiciens ils sont tous pourris, parce que dans les entreprises, ils pensent qu'au pognon, etc. Et j'entends tout ça, je le comprends, j'ai un peu roulé ma bosse quand même, donc je sais tout ça. Mais à un moment donné, je reviens simplement sur cette idée, dans ces moments très particuliers où on ne sent plus d'issue, est-ce qu'il ne faut pas tenter un petit peu d'autres alliances et d'autres choses? Et en l'occurrence, d'autres liens sociaux. Et quand ce retour n'est que du retour positif, j'ai envie de dire continuons, parce que si effectivement ça se passait mal, si effectivement on se sent instrumentalisé, si on se sent bafoué, pas respecté, etc., ça ne fonctionnerait pas. Ou alors on le ferait que pour l'argent. Ce serait pas terrible. Mais là, en l'occurrence, on sent qu'effectivement, de partout, des vrais mouvements de gens qui ont envie de faire un peu autrement. Et des gens qui sont aussi dans des institutions, hein, parce qu'il y a aussi des surprises qui viennent de là, soit parce qu'elles se sentent isolées, soit parce qu'elles savent qu'elles ont les moyens de le faire. Donc hop, un petit coup de levier, et ça permet à nos populations de gagner aussi en crédibilité et puis en action, en façon de concrétiser leurs envies. Donc c'est intéressant de voir que les portes s'ouvrent de plus en plus. Oui, parce que moi le jeudi j'étais avec EDF et puis le vendredi j'étais avec un cabinet du ministère du Travail qui vient faire la même chose. C'est des gens, ils sont spécialistes de l'insertion, ils ont fait l'ENA, des grandes écoles, machin, ils sont spécialistes de l'insertion dans les ministères depuis des années. Mais de plonger là-dedans, de venir, de prendre une paire de bottes, de venir planter des radis, de rencontrer des gens en insertion, de bouffer une soupe, machin, etc. Voilà, après ils vous voient, ils ont des sourires jusque-là, quoi. Ils ont enfin compris, parce qu'autrement on était des dossiers. Et là, on a essayé de mettre des... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller un petit peu, quoi. Faut y aller un petit peu. Faut pas réfléchir. Oui, il ne faut pas réfléchir, il faut se mettre les mains dans la terre. Au pire, elles seront un peu tachées, mais vous irez les laver après. Il y a un film très intéressant, je sais pas. Mais je trouve qu'il faut savoir quand même gérer le paradoxe sur justement être avec des gens en insertion qui ont été fragilisés par ce système capitaliste et être à l'opposé avec ces multinationales capitalistes qui broient de l'humain et du sentiment humain. Oui. Et en effet, si on est d'accord que le jardin et la terre permettent le lien, il faut quand même être un peu schizophrène pour arriver à gérer ces deux extrêmes, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que les délaissés de la société capitaliste ne vont pas... ils sont là parce qu'il y a une société capitaliste, et la société capitaliste est là parce qu'il y a aussi du délaissé, quoi. Oui. Donc c'est sûr que le jardin est un lien de réunion, mais moi je trouve que réunir les deux, certes, mais en même temps, d'une certaine façon, ça participe de tout ça. C'est-à-dire que plus les ouvriers vont se sentir mieux dans leur entreprise, plus ils vont bosser, et plus le capitalisme va... alors là, je peux, si je peux, parce que je travaille dans un grand groupe capitaliste, et on est des êtres humains, et je crois que plus on donne cette opportunité à des gens même qui n'ont pas cette sensibilité, cette ouverture, justement de rencontrer une autre réalité, après ils peuvent être des agents du changement à l'intérieur de leur groupe. On n'est pas des grands groupes. Quand on va dans des choses comme ça, non, c'est pas naïf. Je suis pas une multinationale, je suis un être humain. À la fin de l'année, le bilan financier. Non, je suis pas c'est un leurre de faire croire aux gens et aux entreprises que vous pouvez changer quelque chose. C'est un leurre. C'est un bien-être. Qu'on vous accompagne dans le bien-être de l'entreprise, qu'on ait plus conscience de la difficulté des animaux
dans les abattoirs, oui. Qu'on ait tous conscience de la difficulté des hommes à travailler toute leur vie, oui. Mais ce n'est qu'un leurre de dire on va vous faire des ateliers de jardinage, un peu de botanique, des sorties, ou du bénévolat dans des associations qui en ont besoin. Ce n'est qu'un leurre pour mieux verrouiller tout ça, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, si le bilan comptable il est posé, vous dégagez comme tout le monde, hein, que vous ayez fait des ateliers ou pas. Quoi. Alors, c'est pas ça, mais c'est aussi la réaction des gens eux-mêmes qui mais j'entends bien que ces gens-là, ça leur fait du bien. Non, c'est pas une question de faire du bien, c'est une question de se poser la question sur le sens de ce qu'on fait dans la boîte, de se dire pourquoi on est là, est-ce qu'on veut continuer à bosser pour ça et de créer d'autres envies et de changer la société. Moi, c'est plus ça. Complètement. Si on présente les séances, ce qu'on appelle dans le jargon le team building, c'est-à-dire quelques cadres qui viennent s'aérer dans un jardin et rencontrer des pittoresques genres d'insertion et vite retrouver la boîte du CAC 40, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est même contre-productif. Et là, je suis d'accord. Mais quand cette entreprise, elle vient, moi, si elle vient là, j'ai toute une série d'exigences. 4. 1. Là-dedans, j'ai 25 ou 30 personnes qui cherchent de l'emploi. Est-ce que vous pouvez en embaucher? 1. Et donc aujourd'hui, parce qu'on a des relations privilégiées avec des entreprises, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des représentations très dégradées de part et d'autre. Du côté des gens en insertion, moi je crée ce qu'on appelle des clubs entreprises, c'est-à-dire des clubs, des entreprises qui viennent sur un jardin. Ils rencontrent nous on n'appelle pas ça les gens en insertion, on appelle ça les jardiniers. Ouais. Les jardiniers sont dans un coin en se disant, salaud d'entreprise, puis tu as les entreprises qui se disent, waouh, putain, je risque ma peau ici, avec tous ces rascals, etc. C'est ce que j'appelle des représentations dégradées, c'est-à-dire qu'on a une vision. Et les entreprises n'embaucheront jamais de gens qui sortent de boîtes d'insertion parce que tout le monde a ces représentations-là. À partir du moment où tu es venu biner les radis, les représentations sont tombées. Aujourd'hui, voilà. Ça, c'est la première chose. C'est nous, on veut travailler avec vous. Donc là, la semaine passée, j'avais toute une équipe qui était avec la DRH de Carrefour, après celle de Vinci, machin, etc. On veut que vous preniez des gens à l'embauche. 1. Deuxième chose, vous avez énormément d'argent. On peut aujourd'hui, quand je dis les choses, l'État a plus beaucoup d'argent. Quelque part, moi, j'annonce franchement la couleur. On ne peut pas s'en sortir dans les années qui viennent si on ne partage pas un peu le gâteau. Donc, vous nous enfilez un peu. Il faut du fric, pas pour me remplir mes poches. Moi, je n'ai pas d'actionnaire dans une association et je peux recevoir des milliards demain. Ça ne changera pas un centime de ce que je vais gagner, ni les gens qui travaillent avec moi sur le gagner. Mais on aura beaucoup de moyens pour monter des tas d'actions. Donc, on veut de l'argent. 3. On a aussi des associations qui, parfois, sont liées à des problèmes très complexes qui ne savent pas résoudre tout seuls. Des problèmes juridiques, des problèmes fiscaux, des problèmes informatiques, des problèmes... Donc ce qu'on appelle la compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des cadres qui peuvent venir bénévolement des semaines, voire des mois pour certains, nous aider à dépatouiller des trucs extrêmement compliqués. Et puis la 4e chose, c'est ce que j'appelle la co-création, c'est que je suis à peu près persuadé, moi dans mon domaine, la boîte d'insertion, que celles qui fonctionneront bien dans les années qui viennent, c'est ceux qui seront co-construites entre des entreprises et des associations. Où là, c'est pas du one shot, ils viennent pas là, je te donne un chèque, je me tire et j'ai bonne conscience. On va mettre les pieds dans la merde. Donc j'ai monté avec des grands groupes d'entreprises, des premiers jardins, etc. C'est nous qui avons gardé les rênes, on reste machin. Et les patrons sont au conseil d'administration de notre association et on gère au jour le jour tout le bordel qu'il y a dans un jardin de cocagne, etc. Avec ce qui va bien, ce qui va mal, ses problèmes financiers, ses problèmes, etc. Et ces espaces de co-création, ils ont amené aussi. Donc on voit bien qu'effectivement, mais on n'a pas beaucoup le temps, mais si je vous pousse un peu dans vos retranchements, quand je dis tentons des nouvelles alliances, oui, il y a plein de risques, oui, le système, il est comme ça, je suis d'accord, mais à un moment donné, soit il y a ceux qui pensent, ce qui semble un peu votre cas, je réduis, ça changera quand il y aura le grand soir. Bon. Et puis il y a ceux, comme moi, qui ne croient plus vraiment au grand soir, et qui dit, à un moment donné, à force d'imprégnation, ça va basculer. Voilà, c'est deux visions différentes. Mais au fond, on est très proches.
que pour vous, c'est après, une fois qu'il y a l'imprégnation, le grand soir arrive en fait. Il y a un point de bascule à un moment. À un moment, il y a un point de bascule. Moi, c'est ce que je constate sur les projets. Regardez, Albi aujourd'hui, ville comestible. Là. C'est parti d'une personne. Ouais, et puis quelque part, je pense qu'on n'a pas le choix. Si on pense pas comme ça, je veux dire, on va droit dans le mur. Il y a différentes raisons. Alors, moi, autrement, j'ai envie de me flinguer. Vous avez raison. Non, mais moi, autrement, je peux pas, quoi. Je sais pas si je me dis, maintenant, qu'est-ce que je vais faire le matin, machin. Même si on est sûr, si quelqu'un m'amène la preuve que tout sera déglingué dans un an, on me dit, qu'est-ce que tu fais demain matin? Eh bien, je continue encore plus. Je continue parce que j'espérerai toujours à un moment donné pouvoir, voilà. Quand j'étais avec, j'ai eu la chance de rencontrer les Edgar Morin, Alfandéry, Stéphane Hessel, c'est des anciens résistants. Il n'y en a plus beaucoup. Les mecs, Hessel est mort, Alfandéry il a 92 ans, Morin, résistants. Voilà. Ils expliquent un truc et je trouve que c'est génial ce qu'ils racontent. En 41, 42, c'est des jeunes mecs idéalistes qui prennent des vieux fusils rouillés, qui vont au fond des bois et qui disent au monde entier, on va changer le monde et on va virer les nazis. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est un peu comme si moi aujourd'hui, je dis demain, je rachète Vinci et Carrefour. Tout le monde va dire attends, Toto avec tes petites assos, genre la cocaïne, qu'est-ce que tu rigoles, etc. etc. Et bien 4 ans après, c'est passé quoi? Il y a eu un... Qui pouvait miser un iota sur ces quelques poignées de mecs et de nanas, aussi bien d'ailleurs qui venaient de tous les milieux, hein, qui se sont rassemblés, qu'on dit non, on ne veut pas de ce monde-là, on en veut d'un autre comme ça. Ils avaient absolument tout contre eux, tout. Les milliards étaient du côté des nazis, la force était du machin, etc. Tout était là, et à un moment donné, avec une autre manière, ils ont fait basculer les choses. Aujourd'hui, moi je suis plus du tout dans une terminologie de type guerrière, mais à un moment donné, effectivement, ces résistants, il y en a plein qui ont laissé leur peau. Il y en a plein, machin, etc. Et puis il y en a plein, même s'ils revenaient aujourd'hui, qui savaient qu'ils vont y laisser leur peau, je ne suis pas sûr qu'ils ne feront pas la même chose. Parce qu'effectivement, on a besoin, moi je sais pas, j'ai besoin d'un minimum d'espoir, de savoir qu'on va faire d'un peu plus de liens, de machin, etc., que d'un truc extrêmement figé, etc., avec des espèces de Big Brother qui nous observent et puis le CAC 40 qui nous exploite. Putain, il n'y a plus que ça pour amener. Alors effectivement, il faut qu'on y pense parce que c'est assez sérieux, quoi. Il y a quand même des choses qui... Mais il y a des basculements qui sont opérés, mais essentiellement, moi j'aime bien quand il y a des gens qui travaillent dans des grands groupes d'entreprises parce que moi quand on va dans ces entreprises et qu'on rencontre des gens, c'est pas une espèce, il n'y a pas un monstre comme ça qui représente 300 000 personnes où ils auraient trouvé des gens qui viennent de je sais pas où, qui sont l'incarnation du diable et du mal et qui sont là pour... Non, c'est pas du tout ça. Oui, c'est votre frère, c'est votre sœur, c'est votre voisin, c'est votre cousin, c'est votre cousine, c'est votre copain, c'est votre copine, et voilà, c'est tout. À un moment donné, voilà, moi j'ai une jeune femme qui travaille au réseau Cocagne, qui est emballée par son boulot. Moi je l'adore, elle fait un super boulot, puis son mec il est trader, quoi. Alors je me moque. Mais bon, à un moment donné, je sais pas ce que ça fait comme repas de famille, hein, mais bon, la vie elle est ainsi faite. Hein? Non, je rigole parce que mon mari est trader. Ben voilà, tiens, ben voilà. Mais non, mais c'est génial, ben voilà. Non, mais c'est bien, il faut incarner, il faut que ce soit incarné par des vrais gens. C'est pas rempli de... Voilà, il n'y a pas un complot rempli de diable. J'écris du coup, vous saviez. Ah non. Mais je ne me renseigne pas sur les gens qui m'ont dit. Je ne mène pas une enquête. Voilà. Mais dans le même esprit, sinon je vous invite à regarder En quête de sens, si vous ne l'avez pas encore vu, de Marc de la Ménardière. C'est un jeune homme super sympa qui a fait école de commerce, qui a bossé pour une multinationale et qui un jour, bêtement, en jouant au basket comme ça, se fout de la cheville. Et là, c'est son copain qui lui passe des DVD à dimension écologique et il a pas suivi. Il réfléchit, d'abord il s'arrête, déjà il appuie le bouton pause,
Et après, oui, il se passe un tas de choses passionnantes, qui deviennent passionnantes pour sa propre vie. Et ça s'appelle Enquête de sens et il laisse vraiment pas du tout le public totalement indifférent. Je vous recommande vraiment d'aller le voir, c'est super inspirant et très porteur. Et je pense qu'aussi, de ce que j'ai vu, ça encourage surtout les jeunes d'aujourd'hui à se dire je suis pas la seule, c'est pas que des vieux ringards qui s'y mettent. Voilà, c'était porteur d'espoir à différents niveaux et c'est tout à fait de ce point de bascule qu'on est en train de parler, que beaucoup sont en train de vivre intérieurement avant de concrétiser. Et je pense qu'il y a une démarche à faire aussi de ce côté-là. L'autre aspect que j'ai envie d'aborder et qu'on n'a pas fait, je ne sais pas combien de temps on a. On a 4h du matin, on a dû freestyle, non-stop. Mais il y a une conférence. Il y a une conférence très très intéressante, un colloque en fait qui s'appelait Alimentation, santé et précarité, organisé par le Conseil régional d'Île-de-France début décembre. Le constat il est très simple, on a un gros problème de santé publique qui arrive auquel on ne pourra absolument pas faire face. Donc il va falloir anticiper en sachant exactement ce qu'on met dans notre assiette. Et pour pouvoir savoir ce qu'on met dans notre assiette, il faut aussi revoir nos pratiques agricoles contemporaines. Voilà. Et je pense que ça, d'y travailler sérieusement, de poser les chiffres et d'avoir les interlocuteurs autour d'une table ronde, ça permet d'avancer et ça permet aussi d'avoir une autre perspective sur à quoi ressemblera mon assiette dans 10 à 20 ans et à quoi ressemblera ma relation à mon voisin dans 10 à 20 ans et à mon environnement proche. Je pense que c'est aussi ça qu'on est en train de co-construire aujourd'hui. Et oui, on nous prend pour des utopiques, mais effectivement, on n'y va pas non plus de main morte avec la communication, puisqu'on invite tous les incroyables comestibles à photographier leur action de la journée, et ça, on fait des photos, donc des supports visuels. On voit quand même que la sensibilisation se concrétise sur les territoires et apporte finalement des réponses concrètes en fait. Parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit, que ce soit les jardins de cocagne ou les incroyables comestibles ou les colibris ou qui on veut, c'est du concret finalement qui se retrouve sur le terrain et qu'on peut, à partir duquel on peut échanger. Et je pense que c'est surtout ça qu'on recherche, qu'on favorise et qu'après qu'on arrive à se croiser sur le terrain et au-delà et à concrétiser, aller encore plus loin en présentant à nos populations les autres initiatives. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive à atteindre ce fameux point de bascule qui fait que l'utopie devient finalement une réalité, j'ai envie de dire, presque banale. Et en France et ailleurs. Peut-être l'internationalisation du système. Jean-Guy tout à l'heure disait que le réseau Cocagne est en train de s'étendre partout en Europe, même jusqu'au Japon. C'est la même chose du côté des incroyables comestibles. Vous essayez de développer un peu partout. Je pars en tour du monde la semaine prochaine, j'ai tendance à l'oublier, mais il faut que je sorte un peu de mes conférences. Mais oui, je pars en tour du monde, on va polliniser, il y aura un film qui sera réalisé sur les incroyables comestibles dans le monde, et là je pars faire aussi quelques micro-tournages pour en faire des inserts. Mais voilà, c'est pour dire que ça part et que la page de Jules Moutier qui est dans le 95 est annoncée en moins de 24 heures au Canada et en Angleterre. Moi ça me fait rire parce qu'ils sont super contents d'accueillir un nouveau groupe. Je ne sais même pas qui c'est, mais à la limite c'est pas trop grave. C'est le principe de la fraternité, de savoir qu'à l'autre bout du monde on est exactement en train de faire les mêmes choses, qu'il y a des réseaux de permaculture autour du Mékong ou au pied du mont Fuji, qu'il y a de l'aquaponie qui intéresse nos latinos. Enfin voilà, c'est tout un échange, tout un monde qui répond. Et c'est là qu'on le voit qu'il est en train de changer, ce fameux monde. On ne peut pas dire que non, il ne se passe rien et que tout est condamné, tout est bouclé, tout est fermé, parce qu'on voit les initiatives se multiplier et on voit nos réseaux aussi s'agrandir. Donc je pense que la collaboration, elle est aussi à tous ces niveaux-là. Vas-y, exprime-toi. Non, mais parce que je pensais il y a aussi vachement de choses vachement destructrices qui se passent aussi. Il y a vachement de les accords parlementaires, des choses comme ça, et des gens qui peuvent. Le sentiment d'impuissance, j'ai plein de gens, et il est là et il n'est pas là pour rien. Après, justement, ça redonne le sentiment peut-être
de pouvoir faire quelque chose. La résilience des villes en transition, elle n'est pas là pour rien. Hein. Le choix des alcools comestibles de rester positif aussi dans la lancée, dans les actions. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qui se passe autour ou qu'on ferme les yeux sur ce qui se passe autour. Non, mais je dis pas ça, mais moi je dis qu'il y a quand même des problèmes politiques, sur les trucs, par exemple les accords de libre-échange qu'on entre guillemets, déjà mis à mal plein de paysans et créé plein d'exodes, etc. Et ils continuent à en avoir des nouveaux qui sont, voilà quoi. Oui, mais en il y a Afrique, des etc. En Inde, par exemple, on parlait de l'Inde tout à l'heure, il y a des contre-feux. Monsanto était en train de mettre la main sur l'Inde. Aujourd'hui, il y a des espèces de contre-feux qui fait qu'à un moment donné, c'est en train de basculer de l'autre côté. Parce que ça voulait dire quoi, Monsanto? Ça voulait dire, à un moment donné, tu m'achètes des graines et tu m'achètes tous les intrants obligatoirement, donc je mets la main sur toi. Voilà. En promettant, monts et merveilles, gagner beaucoup plus d'argent avec des taux de productivité beaucoup plus importants. Et ce qui a été vrai pendant 5-6 ans et qui est en train de se casser la gueule parce que nous, on connaît bien ça en bio. Quand on exploite un fond, un terrain, c'est comme si je vous fais courir du matin au soir. Je te jure, je vais te faire caner, hein, parce que quand tu as fini de monter 20 étages, je te dis tu les redescends, puis après tu les remontes, je te jure, je vais t'avoir. Et voilà, on a fait la même chose avec des terrains, on les a exploités avant, etc. Et pendant, à côté de ça, il y a des gens qui ont... Ce qui était terrible quand même aujourd'hui, c'est pour ça qu'on connaît tous ces chiffres-là, la plus grande majorité des gens qui meurent de faim sur cette planète aujourd'hui sont des agriculteurs. Ouais. Ça n'existait pas avant. Un agriculteur, il avait au moins cette propre capacité, même une année où ça n'avait pas bien marché, il avait eu un cyclone, des machins, une merde, un truc comme ça, à garder sa poignée de graines qui permettait au moins de nourrir sa famille et puis de relancer l'année d'après, etc. Il restait dans une relative autonomie. À partir du moment où il se retrouve dans des terres totalement desséchées, mortes, complètement inféodées à des gens comme ça, ils n'arrivent même plus à... Voilà. Mais voilà, c'est deux mondes, là, il y a... Voilà, et Dark Vador, on sait qu'il est là. Hein. Et en Inde, par exemple, il y a une ONG qui s'appelle Navdanya, qui est effectivement l'ONG de Vandana Shiva, qui a réussi à lutter contre... On en parle dans le monde entier, elle est reçue par tous les gens de la planète aujourd'hui, et en l'occurrence, il commence à avoir du souci à se faire. Il y a des régions entières qui sont devenues autour d'une agriculture paysanne, tout à fait, etc., autour de variétés qui poussent bien, etc., dont on sait... Voilà, moi je vais au Japon de temps en temps, c'est impressionnant, quoi, là. Tout ça. Il y a des variétés de riz, ça marche dans le sud du Japon, ça marche pas dans le nord du Japon, donc elles sont très... Comme nous, on aurait pu parler de ça, là, on a signé un truc avec des brosses là, de la ferme de Sainte-Marthe sur les aliments qui sont morts. Parce qu'aujourd'hui, on sait produire, mais on produit quoi? Vous vous rendez compte, les études qui sont en train... On a capitalisé toutes les études pour les envoyer au ministre pendant le salon de l'agriculture. Ces études, elles disent quoi? Elles disent, vous mangez une orange aujourd'hui. Il faut, pour avoir les mêmes qualités nutritives et en vitamines par rapport aux années 50, par rapport à une orange des années 50, d'une variété locale et pas trafiquée, il faut manger 26 oranges pour avoir la même quantité de trucs aujourd'hui. Et sur tous les fruits et légumes, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire on est capable de produire des trucs, mais c'est des aliments morts. Il n'y a plus rien dedans. Donc c'est une belle tomate, c'est une belle orange, un machin, il n'y a plus rien. Donc ces systèmes-là, tous ces études... Oui, effectivement, mais tu as raison. Aujourd'hui, c'est ces saloperies d'orange et ces saloperies de salade d'Andalousie et puis ces machins, tous ces produits dans des conditions sociales et environnementales déplorables. Nous, je parlais d'un projet qu'on est en train de lancer. À partir de maintenant, vous pouvez acheter des fleurs bio, locales et solidaires, produits en région parisienne. Ça s'appelle Fleurs de Cocagne. C'est à Havrinville. On va commencer à distribuer des machins. Le monde de la fleur auquel on s'attaque, c'est 99% aujourd'hui le marché hollandais qui produit au Kenya, au Zimbabwe, en Amérique du Sud, etc. Dans des conditions sociales et environnementales déplorables. Ils ont bousillé des lacs. Les gens, là-bas, près du lac Kenya, tu as deux solutions. Tu travailles pour eux, tu crèves dans les serres, 60 degrés, des trucs, de la chimie, etc. Tu ne travailles pas pour eux, tu vas pêcher dans le lac, il n'y a plus rien à pêcher dans le lac parce qu'ils ont rejeté tous leurs produits chimiques, machin. Ils utilisent l'eau pour l'arroser, ils la rejettent avec les produits chimiques, etc. Ben, quand tu offres une belle bouquet, la prochaine fois à Saint-Valentin que tu offres ça à ta copine, tu sauras ce qu'il y a derrière. Non mais voilà, il faut expliquer, il faut informer ce qu'il y a derrière les produits. Une salade andalouse, c'est pareil.
Nous, on vient nous dire, vous êtes des espèces d'escrocs parce que vous vendez votre salade à 1,20 €. On paye des gens de SMIC. Et 1,20 €, c'est le prix que ça vaut. Donc effectivement, quand on voit des salades au mètre carré qui vendent des machines comme ça, qui sont gavées de pesticides, de machins, sur des murs de laine de verre, faits par des... C'est même plus les Maghrébins qui s'occupent de ça en Andalousie. Ils les ont virés, c'est trop cher le Maghrébin. Ils sont allés chercher au pays de l'Est. Donc ils ont même viré, ils sont en train de virer des Roumains. Le Moldave, voilà, c'est le Moldave qui est le moins cher sur Terre en ce moment. Voilà, on fait venir du Moldave. Cette exploitation, là, elle existe, etc. Et c'est en plus la communauté européenne, la filière où elle donne le plus de fric, c'est pour financer ça. Donc effectivement, le fric qui va là, le machin, etc. Mais voilà, il faut informer en permanence. Choisis ton camp, camarade. T'es consommateur, tu veux une salade à 60 centimes d'Andalousie, voilà. Donc je suis aussi assez... C'est qu'à un moment donné, on peut tous faire un petit quelque chose. Hein. L'histoire, vous connaissez tous Rabbi, Colibri, machin. Tu sais pas, quand t'es un petit mec, une petite nana, tu sais pas, tu peux faire quelque chose. Donc, c'est dans la vision d'Hessel, où on disait indignez-vous, on a retenu que ça. C'est pas indignez-vous, c'est puiser dans des indignations, toutes celles qu'on vient de citer, la force de t'engager où que tu sois. Tu fais quelque chose, tu te bouges, voilà. Mais si tu ne te bouges pas, moi les indignés, je les emmerde. T'es indigné, t'es simplement indigné, bah indigne-toi, j'en ai rien à foutre. Tu m'intéresses pas. Si tu veux, à un moment donné, dis-moi ce que tu fais de cette indignation, de quel machin, et puis qu'est-ce que tu fais? Si tu fais un petit bout de machin dans ton quartier, tu fais un petit bout de machin pour ta voisine, tu fais un petit bout très modeste, mais des millions de petits machins. L'autre jour, on était à Paris, là, sous l'égide de la ville de Paris, pour surveiller les vieux du 5e. Chez Tibéri, là où j'habite, là. J'aime bien habiter le 5e parce que même mort, on continue de voter. Donc là-bas, non, sérieusement, ils nous ont dans le bistrot du quartier. Simplement, tous les gens qui restaient un peu l'été à Paris, etc., on s'est mobilisés pour aller voir bénévolement des tas de gens, personnes âgées, qui étaient tout seuls, machin, etc. Ça coûte quoi ça? Ça coûte une demi-heure d'engagement ou 10 minutes d'engagement 2 jours par semaine quand on le fait tous. C'est pas grand-chose, mais ça change tout dans la vie d'un quartier. C'est comme ce qu'on appelle le pouvoir, nous on appelle ça le pouvoir des petites actions en fait. Et on a beaucoup rebondi sur le principe des gratiférias, qui sont des marchés gratuits, où on invite les gens à donner, à se séparer de ce qu'on appelle les objets qui dorment. En fait, les objets qui dorment, c'est les objets que vous avez chez vous, que vous ne voulez pas jeter, vous n'allez pas utiliser, mais vous dites, bon, je le garde parce que au cas où, voilà. Et 15 ans plus tard, l'objet, il n'a toujours pas bougé, il est encore là, et vous êtes encore en train de vous tâter, autant le donner, donc on invite les gens à le faire, et ça s'appelle les gratiférias, donc les marchés gratuits, et c'est un succès phénoménal. Quartier précaire ou pas, les gens donnent à longueur de journée, ils apportent, ça repart aussitôt. On a des tables en chaîne massif, des ordinateurs, des bibliothèques entières, des jouets, des poussettes, des objets de puériculture. On a invité les SDF cet hiver à venir se servir. Ils ont fait du shopping, c'était sur mesure, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Voilà, et c'est que de la... C'est simple. Et on a juste fait quoi? Une affiche en disant venez, apportez, servez-vous, c'est gratuit. Plaisir de donner, plaisir d'offrir, plaisir de recevoir. Voilà, et un couscous solidaire à côté pour ceux qui voulaient, 200 repas servis, énorme succès, il y a tout le monde qui est venu, il y a tout le monde qui s'est servi, indépendamment du profil socio-professionnel, de ci, de ça, culturel, et du coup on le refait, ça se pérennise sur le territoire. C'est rien, c'était juste une affiche, on n'a rien fait, il y a le local qui et alors les gens, du coup, ils sont venus de Char, ils sont venus de toute l'île de France pour participer. C'est là qu'on se rend compte que sème ta graine, il y aura toujours quelqu'un pour prendre le relais, pour voir plus grand, concrétiser, communiquer, t'aider à aller plus loin, te mettre en relation. Voilà, il y a toujours... À partir du moment où tu fais ta petite part, tu fais ton petit geste, tu lances c'est ton intention qui compte au final. Et ton intuition, ton intention, elle entre en résonance avec d'autres et ça crée une force mobilisatrice. Regarde le mouvement, on ne cherche pas à maîtriser, mais on ne maîtrise plus de toute manière. Voilà, il y a plein de choses, on n'est même pas au courant, on découvre les photos 6 mois plus tard. Voilà, ça fait plaisir, mais l'Angleterre l'a lancé et c'est parti. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce qu'en décembre dernier, j'ai dû dire à Todd Morden qu'aujourd'hui on était dans 25 pays dans le monde et je ne savais pas.
Ils ne le savaient pas, eux, ils sont en train de faire du local, ils continuent de faire du local. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de changer le monde finalement. L'initiative de 2 personnes est en train on a eu des enfants qui ont lancé un crabe comestible Gaza en Palestine la nuit en sortant pour prendre les photos pour dire un crabe comestible Gaza est né. Avec les ruines, ils vont faire des kiosques. Du coup, notre coordinateur du Maroc envoie des semences en Palestine. On a un projet de cuisine qu'on essaie de mettre en place, du centre alternatif en Israël, avec une passerelle pour la Palestine, dans la nourriture à partager pour que les mentalités s'ouvrent avec. Voilà, c'est des petites choses, mais tout d'un coup, on a beaucoup de monde qui arrive. Là, on a un journaliste qui veut venir en parler. Ce journaliste va filmer l'initiative, va en parler à d'autres qui vont venir soutenir le mouvement. Et c'est vraiment des petits riens qui aboutissent à un moment. Être des petites graines. Ouais, voilà. Alors après, il y a des petites choses, puis il y a quand même. Là, on vient de sortir un bouquin avec un copain là, du groupe SOS à Borello, etc. Aujourd'hui, ils rachètent des cliniques, des maisons de retraite, des machins, etc., qui sont pilotés et menés tout à fait autrement, selon des principes de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, c'est pas pour. Il n'y a pas d'actionnaire là-dedans. C'est des systèmes coopératifs ou c'est des systèmes associatifs, etc. Et en l'occurrence, on peut commencer à s'attaquer à des très 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 grosses choses aussi en même temps. Mais c'est voilà, il y a des milliers de petites choses, plus des grosses choses qui commencent à s'amorcer. Aujourd'hui, la privatisation des hôpitaux, elle était partie plein pot. Voilà. Ben, il y a quand même quelques personnes aujourd'hui qui amènent un autre son de cloche. Voilà. Pareil pour les maisons de retraite. Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Les pouvoirs publics vont entretenir des mauvaises maisons de retraite pour des pauvres vieux qui ont peu de pognon. Et puis autrement, si tu as du fric, eh ben, tu iras dans des maisons de retraite privatisées avec des miradors pour te garder. Et, voilà. Et là, en l'occurrence, ben, il y a des gens qui ne peuvent pas se faire à cette idée. Quoi. Donc, partout, on voit des... Et je préfère, moi, être au cœur de ces trucs-là et de se faire avancer des choses que d'être dans un système machin. Après, moi, je suis comme toi. Hein, le matin, je prends mon café, je sors mon canard, machin, c'est à pleurer, quoi. Il y a des jours, c'est à pleurer, quoi. C'est de se dire, même quand on entreprend tout le temps, on passe aussi par des moments comme ça de se dire, mais c'est pas possible. Ouais, de se dire qu'on est dépassé. Mais jusqu'où ça ira, quoi.